Regardez, regardez ce que Sméagol a trouvé. D'après Galilée, le grand livre de la nature est écrit en langage mathématique. À travers cette capsule, nous allons aborder un chapitre de ce livre consacré à l'énergie mécanique. Pour introduire ce cours, nous allons observer la vidéo suivante. I have here a pendulum. I have an object that weighs 15 kilograms and I can lift it up 1 meter, which I have done now. That means I've done work. MGH is the work I have done, believe me. I've increased the potential energy of this object. 15 times 10 is about 150 joules. If I let it fall, then that will be converted to kinetic energy. If I would let it swing from 1 meter height, and you would be there and it would hit you, you'd be dead. 150 joules is enough to kill you. They use these devices, it's called a wrecker ball. They use them to demolish buildings. You lift up a very heavy object, even heavier than this, and then you let it go, you swing it, thereby converting gravitational potential energy into kinetic energy, and that way you can demolish a building. You just let it hit, and it breaks a building. And that's the whole idea of wrecking. So you're using then the conversion of gravitational potential energy to kinetic energy. Now, I am such a strong believer of the conservation of mechanical energy that I am willing to put my life on the line. If I release that bob from a certain height, then that bob can never come back to a point where the height is any larger. If I release it from this height and it swings, then when it reaches here, it could not be higher. There is a conversion from gravitational potential energy to kinetic energy back to gravitational potential energy, and it will come to a stop here. And when it swings back, it should not be able to reach any higher, provided that I do not give this object an initial speed when I stand here. I trust the conservation of mechanical energy for 100%. I may not trust myself. I'm going to release this object, and I hope I will be able to do it at 0 speed, so that when it comes back, it may touch my chin, but it may not crush my chin. I want you to be extremely quiet, because this is no joke. If I don't succeed in giving it 0 speed, then this will be my last lecture. I will close my eyes. I don't want to see this. So please be very quiet. I almost didn't sleep all night. 3, 2, 1, 0. La question que nous allons nous poser, c'est est-ce que le boulet va écraser la tête de Walter Lewin? Pour répondre à cette question, nous allons d'abord voir les différentes formes que peut prendre l'énergie. Ensuite, nous définirons l'énergie cinétique et l'énergie de position. Et enfin, nous verrons dans quelle situation on a la conservation de l'énergie mécanique. Quelles sont les différentes formes que peut prendre l'énergie? Pour répondre à cette question, nous allons utiliser l'image suivante qui représente une fille qui est en train de faire du vélo. Et vous voyez, sa roue est couplée à un générateur grâce à ici une courroie. Et ce générateur va permettre d'alimenter une lampe. Ce schéma va nous permettre d'identifier les différentes formes d'énergie. Au collège, vous devez retenir 5 formes d'énergie. Il y a l'énergie mécanique, électrique, thermique, lumineuse et chimique. Et vous voyez donc les petits carrés avec la lettre E là représentent l'énergie et selon la couleur, on a la correspondance avec les différentes formes d'énergie. Qu'est-ce qui se passe quand une personne fait du vélo? Grâce à sa nourriture, grâce aux aliments, elle a assimilé de l'énergie chimique. Et grâce à la digestion et aux muscles,
le corps va transformer cette énergie chimique en énergie mécanique. C'est les petits E gris que vous voyez ici. Alors, cette conversion et la transmission ici de l'énergie mécanique se fait avec des pertes, d'où la production un petit peu d'énergie thermique que vous voyez ici. Ensuite, cette énergie mécanique, grâce à la courroie, là, va être transmise au générateur, qui lui va transformer cette énergie mécanique en énergie électrique. Vous voyez, c'est les petits E bleus qui sont ici. Et donc la lampe, qui est couplée au générateur, va transformer l'énergie électrique en énergie lumineuse et donc produire de la lumière. À présent, nous allons nous intéresser uniquement à l'énergie mécanique. Et ce que vous devez savoir, c'est que l'énergie mécanique se décompose en deux sous-formes d'énergie qu'on appelle l'énergie cinétique et l'énergie de position. L'énergie mécanique, l'on notera EM, est la somme de l'énergie cinétique, notée EC, plus l'énergie de position, notée EP. Commençons par l'énergie cinétique et posons-nous la question, qu'est-ce que l'énergie cinétique? Donc l'énergie cinétique, ça va être l'énergie mécanique qui va être liée à la vitesse notée petit v d'un objet. Donc voici l'expression de l'énergie cinétique, c'est 1/2 de la masse fois la vitesse au carré. L'énergie cinétique s'exprime toujours en joules, la masse en kilogrammes et la vitesse en mètres par seconde. Alors je vais vous faire apparaître ici des conversions d'unités, parce que souvent dans les énoncés, vous aurez soit la masse qui ne sera pas en kilogrammes, ou la vitesse qui ne sera pas en mètres par seconde, et vous serez amené à faire des conversions. Pour la masse, voici d'autres unités qu'on peut utiliser. Il y a notamment la tonne. Il faut se rappeler de symbole petit t qu'une tonne est égale à 1000 kg. Et l'autre unité, c'est le gramme. Et donc, 1 gramme est égal à 1/10-3 ou 0,001 kg. Dit autrement, 1 kg est égal à 1000 g. Pour la vitesse, dans le langage courant, on va plutôt l'exprimer en km par heure. Donc vous devez retenir que 1 mètre par seconde, c'est égal à 3,6 km/h. Donc si vous avez une vitesse en km/h, il faudra que vous la divisiez par 3,6 pour obtenir cette vitesse en mètres par seconde. Pour bien comprendre l'expression de l'énergie cinétique, nous allons l'appliquer dans deux situations. Alors tout d'abord là, je vous rappelle donc son expression avec les unités que l'on doit utiliser. Et je vous rappelle ici le principe pour convertir, par exemple si vous avez des mètres par seconde, vous les exprimez en km/h, il faut multiplier par 3,6. Et dans l'autre sens, donc si vous avez une vitesse en km/h, vous l'exprimez en mètres par seconde, il faut diviser par 3,6. La première situation, ça va être la même voiture, vous voyez ici, qui va être caractérisée par sa masse, 800 kg, et qui dans un premier temps va rouler à 60 km/h, et après va multiplier par 2 sa vitesse, et donc rouler à 120 km/h. Donc je vais calculer l'énergie cinétique de cette voiture avec ces deux vitesses. Donc je fais bien 1/2 de la masse, donc 800 kg, donc là c'est la bonne unité, fois la vitesse, mais la vitesse, vous voyez là, elle n'est pas en mètres par seconde. Donc je vais la convertir en mètres par seconde en divisant par 3,6. Donc vous voyez là, sur le carré, j'ai mis 60 km/h divisé par 3,6. Donc là j'ai mis ma vitesse en mètres par seconde et au carré. Donc là il y a juste 120 à la place 60, puisqu'on avait 120 km/h et là 60. On fait l'application numérique. Là on va trouver 111 000 joules et là 444 000 joules. Tel que c'est écrit là, c'est pas très joli en physique, parce qu'on ne préfère pas avoir autant de chiffres significatifs. Donc 3 chiffres vont suffire. Donc ce qu'on va faire, on va utiliser un préfixe qui est kilo. Rappelez que kilo c'est 1000, donc là je peux dire que l'énergie cinétique c'est égal à 111 kJ et ici 440 kJ. Qu'est-ce que l'on constate? C'est que lorsqu'on multiplie la vitesse par 2, en fait l'énergie cinétique elle est multipliée par 4. Pourquoi? Parce que vous voyez là, comme je suis passé de 60 à 120, donc c'est 2, et comme la vitesse est au carré, ça nous fait 2 au carré, donc 4 fois plus. Alors deuxième situation, maintenant je vais comparer deux véhicules différents, donc un camion et la voiture que j'avais étudiée là, qui vont rouler à la même vitesse. Donc les deux roulent à 60 km/h. Le camion a une masse de 8 tonnes et la voiture a toujours sa même masse, 800 kg. Donc là pareil, on va faire le calcul. Alors vous voyez que la vitesse donc en km/h convertie en mètres par seconde, donc en divisant par 3,6 au carré, c'est la même dans les deux situations. Par contre ce qui change donc c'est la masse. Donc vous rappelez, une tonne c'est 1000 kg. Donc là j'ai mis 8 fois 10 puissance 3. 10 puissance 3 est égal à 1000. Et là j'ai laissé mes 800. Donc si on fait le calcul, là on va trouver 1 111 000 joules et là 111 000 joules. Alors toujours pareil, pour enlever les zéros, je vais utiliser des préfixes. Donc là si je mets en kilojoules, ça me fait 1111 kilojoules. Et si maintenant je le mets en mégajoules, ça me fait 1,11 mégajoules. Et là j'ai tout simplement 111 kilojoules. Là en fait, en multipliant la masse par 10, j'ai multiplié l'énergie cinétique aussi par 10. Pourquoi? Parce que la masse, vous voyez, elle n'est pas au carré, c'est juste
proportionnelle à la masse. Donc si on veut conclure, on peut dire que l'énergie cinétique dépend de la masse. Plus la masse sera grande, plus l'énergie cinétique sera grande, et dépend de la vitesse au carré. Donc plus la vitesse sera grande, plus l'énergie cinétique sera grande aussi. Qu'est-ce que l'énergie de position? Il s'agit de la deuxième forme de l'énergie mécanique, mais cette fois-ci, elle va être liée à l'altitude, qu'on notera petit h, d'un objet. Alors vous verrez que parfois aussi, on peut l'appeler énergie potentielle de gravitation. Mais nous, on va conserver ce terme de énergie de position. Donc voilà son expression. Donc EP, P comme position, c'est la masse de l'objet, fois G, c'est l'intensité de la pesanteur, fois H, l'altitude. Donc là, je vous fais apparaître les unités. L'énergie de position, et quelle que soit l'énergie, c'est toujours en joules. La masse en kilogrammes. G, donc sur Terre, est égal à 9,8 newtons par kilogramme. Et H, l'altitude en mètres. Alors pour bien comprendre la nature de cette énergie, je vais prendre un exemple. Imaginons une boule de masse 200 grammes qui se trouve à 2 mètres au-dessus d'un bac à sable. Le fait que cette boule se trouve en hauteur et qu'elle va pouvoir chuter, on va dire, lui confère une énergie de position. La chute, vous voyez, va se faire entre l'endroit où elle est et le niveau ici du sable. C'est pour ça qu'en fait le h égale à 0 serait ici. Et donc plus je m'éloigne de cette référence, plus l'objet voit son énergie de position augmenter. Si l'on fait l'application numérique, alors la masse doit être exprimée en kilogrammes. Vous voyez qu'ici elle est en grammes. Donc pour passer des grammes au kilogramme, je vais devoir diviser par 1000. Donc 200 que divise 1000, ça me fait bien 0,2 kg. 9,8 c'est une constante sur Terre, et 2 mètres c'est la hauteur à laquelle se trouve la boule par rapport à la surface ici du bac à sable. Si on fait le calcul, on obtient 3,92 joules. On va étudier le mouvement d'un skater sur une piste. Voici la piste, le skater, et vous voyez au-dessus du skater, il y a un cercle qui est entièrement coloré de bleu. Et la couleur en fait va correspondre à différentes formes d'énergie. Si c'est vert, ce sera l'énergie cinétique, si c'est bleu, l'énergie de position, et si c'est rouge, l'énergie thermique. Donc là, le skater, il est immobile, il n'a pas de vitesse, donc pas d'énergie cinétique, et il se trouve à une certaine altitude par rapport au sol, d'où son énergie de position. Alors imaginons qu'il descende donc cette piste, il va arriver en bas, et vous voyez que la nature de son énergie a varié. Il lui reste un petit peu d'énergie de position, puisqu'il ne se trouve pas encore au niveau du sol. Par contre, de l'énergie cinétique est apparue. Pourquoi? Là, il n'avait pas de vitesse, il était immobile, et donc là, il a descendu la piste, sa vitesse a augmenté, d'où cette portion verte là, correspondant à l'énergie cinétique. Par contre, l'énergie thermique, on n'en a pas vu de la trace. Qu'est-ce que l'on peut dire? Que si on néglige les frottements, l'énergie de position va se transformer intégralement en énergie cinétique. Dit autrement, l'énergie mécanique, qui est la somme de l'énergie cinétique plus l'énergie de position, est conservée lorsque l'on néglige les frottements. Maintenant, on va prendre en compte les frottements. Donc la situation initiale est la même que sur la diapo précédente. Par contre, vous voyez à la fin, il apparaît un peu de rouge au niveau du cercle au-dessus du skater. Donc de l'énergie thermique est apparue. Donc dit autrement, toute l'énergie de position qu'a perdu le skater ne s'est pas intégralement transformée en énergie cinétique. Une partie s'est transformée en énergie thermique à cause des frottements. L'énergie de position, on peut dire ça ainsi, se transforme que partiellement en énergie cinétique. Le reste s'est transformé en énergie thermique à cause des frottements. Et la conclusion, c'est que à cause des frottements, l'énergie mécanique n'est pas conservée et elle va diminuer au cours du mouvement. Pour conclure, revenons à la question qu'on s'était posée lors de l'introduction et qui était la suivante. Est-ce que le boulet va éclater la tête de Walter Lewin? 3, 2, 1, 0. Physics works and I'm still alive. Voilà, donc comme vous venez de le voir, la tête de Walter Lewin n'a pas été écrasée. Comment peut-on expliquer ceci? Donc là, je vous ai représenté en fait la trajectoire du boulet entre les deux altitudes les plus élevées. Donc d'un côté, je l'ai appelé A, de l'autre côté B. Donc l'altitude HA est bien égale à l'altitude HB par rapport à l'origine, vous voyez, qui correspond à la position, l'altitude la plus basse de la trajectoire du boulet. Dans le premier temps, on va faire l'hypothèse simplificatrice qu'il n'y a pas de frottement. Donc on va les négliger. À ce moment-là, on peut dire que l'énergie mécanique est conservée. Donc mathématiquement, on peut l'écrire en disant que EM est égal à une constante. Donc à l'aller, le boulet, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se retrouver entre le point B et le point A à la même altitude. Pourquoi?
Ici, le boulet, il n'a pas de vitesse. Donc, son énergie mécanique est due uniquement à son énergie de position. En descendant là, il va transférer son énergie de position à l'énergie cinétique. Là, sa vitesse va être maximale, son énergie de position va être nulle. Puis il va remonter. Et puisqu'il conserve son énergie mécanique, il va arriver ici avec une vitesse nulle. Et il sera forcément à la même altitude. Au retour, c'est le même principe. Donc forcément, il va se retrouver à la même altitude qu'il avait initialement. L'altitude au point A au retour est égale à l'altitude au point A à l'aller. Maintenant, je vais prendre en compte les frottements. À ce moment-là, on a vu que l'énergie mécanique n'est plus conservée et elle va diminuer au cours du mouvement. Donc qu'est-ce qui se passe? À l'aller, l'énergie mécanique du boulet en B sera inférieure à celle qu'il avait en A. Donc il va s'arrêter un petit peu avant. Et comme il refait le même mouvement dans l'autre sens, ce phénomène va se reproduire. Et donc il va s'arrêter encore un peu plus bas. Donc ce que je peux dire, c'est que la position du boulet lorsqu'il revient vers le point A est forcément inférieure à celle qu'il avait à l'aller. Donc on en tire la conclusion que la tête de Walter Lewin ne peut pas être écrasée. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite bon vent les scientifiques. Allez, va-t'en et ne reviens jamais.